Ouais, non, c'est très, très, très bon. Hey, mais vous savez quoi? Ça vous tente-tu, on va parler d'équipes que ça va mal. Pourquoi pas? Ah, ça, j'adore, ça, parler d'équipe. Pourquoi pas? Hey, c'est... J'ai sorti ma revue de presse cette semaine, disponible d'ailleurs tous les jeudis matin. Bon, là, j'avais sorti vendredi parce que, bon, mercredi pour la... en tout cas, hey, regarde. La revue de presse est sortie et je l'ai titré la troisième, et non, pas de troisième pour Connor McDavid, puisque lui et les Oilers ont été éliminés dans ce sixième match contre les féroces canards d'Anaheim. Où, d'ailleurs, vous savez quoi, là, juste avant, comme je mentionnais aussi, la fameuse étiquette qui suit Connor McDavid, comme quoi dans les matchs éliminatoires, c'est pas joli de son côté. Il n'y a pas eu de point dans ce match-là, mais c'est pas le point. Pop! On commence-tu à sonner la cloche? Est-ce qu'on commence un an plus tôt que prévu au contrat de McDavid? Je dis pas de tout faire maintenant. Puis d'aller all-in cet été en vue de la prochaine saison. Mais si je suis l'état-major des Oilers d'Edmonton, je commence officiellement à penser à une reconstruction. Tranquillement. Il faut prendre la décision que d'ici 2-3 ans, il faut qu'il y ait une reconstruction déjà entamée du côté des Oilers d'Edmonton. Connor McDavid l'a dit en point de presse après la défaite, puis c'est un thème qui est revenu dans le dernier mois et demi de la saison. Connor McDavid n'a plus de filtre quand il vient de parler de son équipe. Oh mon Dieu! Il avait affirmé que la seule raison pourquoi il était encore en vie pour les séries éliminatoires, c'est parce que la Pacifique était une bataille d'oreillers, pour paraphraser et traduire ce qu'il disait. Et Connor McDavid, après la défaite contre les Ducks, se dit on a été une équipe moyenne, on a toujours été une équipe moyenne cette saison. I mean, si lui le dit, quel message tu vas avoir de plus? La seule chose qui peut sauver les Oilers d'Edmonton en ce moment, puis d'éviter de retourner en un rebuild complètement destructeur, congédier Stan Bowman tout de suite. Commencez à penser à congédier Stan Bowman tout de suite. Félix, je veux t'entendre là-dessus parce que, tu sais, on a tout le long de cette, on va dire, ces 3 dernières années, tu sais, où les Oilers cognaient à la porte, ont été à la porte, entrouverte. Ça a toujours été la conversation du gardien de but. Mais c'est tout le temps de passer au deuxième étage. Ah, man, t'auras pas d'opposition de ma part pour l'idée de congédier Stan Bowman. Là. Stan Bowman, là, c'est drôle parce que ça y a pris 1 mois après son entrée en poste pour mettre le clou dans le cercueil de l'avenir des Oilers. Quand il a, le 1er juillet, investi une tonne d'argent dans des joueurs autonomes épouvantables au point de se barrer au plafond salarial et de se rendre extrêmement susceptible de recevoir des offres hostiles à ces joueurs autonomes avec restriction. Les Blues ont flairé la bonne affaire. On est allé leur voler Dylan Holloway et Philippe Broberg. As-tu idée à quel point Dylan Holloway et Philippe Broberg aideraient à Edmonton en ce moment? À la place de ça, on est pogné à payer Trent Frederick pendant 8 ans à 3,85 millions. Ça, ce contrat-là, c'est épouvantable. Je ne sais pas qui a décidé de donner 3,85 c'est le genre de contrat millions par année à la seconde c'est le genre de contrat qu'à la seconde que tu as vu la notification, tu t'es dit c'est un contrat de marde. Littéralement. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Puis, je veux dire, on essaie de faire un peu ce que le Lightning a fait avec c'est Nick Paul, si je ne m'abuse, puis l'Avalanche qui a fait ça avec Miles Wood aussi. Ces 2 contrats-là ont été épouvantables aujourd'hui, d'ailleurs. Mais écoute, c'est intéressant ce que tu me dis par rapport aux Oilers, parce que je regarde à côté ici, là, on est dans une situation où McDavid vient de finir un contrat, il a signé pour 2 autres années, fait qu'il reste l'année prochaine et l'autre d'après à 12,5 millions. Il a signé à rabais pour donner une chance aux Oilers de gagner. Draisaitl, lui, est un autre cas particulier. On va y revenir plus tard. Mais ce que je me demande pour McDavid, est-ce qu'on se dit, gars, on donne une dernière année à ce projet-là, puis à l'été 2027, si jamais ça ne marche toujours pas, on l'échange à ce moment-là pour ne pas le perdre pour rien, probablement à une destination où McDavid veut aller. Je pense que ça va être à y penser. Zach Hyman, son contrat va finir en même temps que McDavid. De premier part à l'été 2027 aussi.
Est-ce que Leon Draisaitl, rendu à l'été 2027, s'il voit McDavid puis Hyman partir, il va dire, ben gars, je veux dire, oui, j'ai beau être signé jusqu'en 2023, moi je débarrasse dessus, là, je reste pas avec ce feu de poubelle-là. Et on revient encore à un autre gars, Evan Bouchard. Est-ce qu'Evan Bouchard va dire, hey, gars, ça fait le niaisage, là, moi, il me reste 2 ans de contrat, après ça, je m'en vais aussi. Je veux dire, je pense que de plus en plus, c'est des questions qu'il faut se poser. Puis c'est dommage parce que tu dis comment les Oilers vont pouvoir rajouter du renfort. Je veux dire, ouais, ok, il y a un peu d'argent qui se libère, là, peut-être signer genre 1 ou 2 gars, là, mais faire la transaction pour Tristan Jarry. Je parlais d'Holloway puis Broberg, là. La transaction Tristan Jarry a été le dernier clou dans le cercueil pour de bon là, de cette équipe-là. C'est épouvantable même d'avoir donné des trucs pour Tristan Jarry qui avait eu un bon mois. Et là, on est pogné avec ce contrat-là à 5,375 millions par année pour l'année prochaine et l'autre d'après. Ce gars-là est le gardien des Oilers jusqu'à la fin de l'ère Connor McDavid. On s'est menotté en se commettant à Tristan Jarry jusqu'à la fin de l'ère Connor McDavid. C'est épouvantable. Puis je sais pas comment on s'en sort. Je pense que de plus en plus, je suis d'accord avec toi, il va falloir penser à... L'année prochaine est peut-être la dernière année de McDavid à Edmonton et je ne sais pas comment on réussit à virer ça de bord en avant. Je ne vois pas comment. Ça peut dépendre. T'sais, si, mettons, les Oilers commencent déjà à décliner, je ne sais pas, peut-être, un Leon Draisaitl ou un Connor McDavid, mettons, décembre, janvier, février, mettons, puis qu'on se retrouve dans les bas-fonds dans l'Ouest l'année prochaine, puis on regarde la prochaine date limite des transactions, puis on se dit, c'est là, c'est là qu'on fait ça, mais juste... Tu sais, on parle de clous dans le cercueil, là. Là, je comprends que c'est pas Stan Bowman là, qui a fait ça, là, mais Darnell Nurse, là. Tu sais, on est encore sur le Darnell Nurse. Premier clou c'est Ken Hughes qui a fait ça, méchant Ken Hughes. Méchant Ken Hughes. Mais le premier clou dans le cercueil, ça a été Darnell Nurse. Tu sais, ce contrat-là, moi, ça me fait rappeler un peu. Là, OK, les deux cas ont quand même. Tu sais, le dénouement est quand même différent l'un et l'autre, mais moi, ça me rappelle le contrat que John Tavares avait eu avec les Leafs de Toronto. Quand il a signé comme agent libre, là, 11 millions et quelques pour 8 ans, ça t'a limité dans tes options de « Hey, un gars de profondeur qui est bon en série, ça ferait du bien, me semble, à notre groupe. » Tu sais, respect à Kasperi Kapanen puis Vassili Podkolzin, tu sais, des gars comme Jake Wallman puis tout ça. Les Oilers, ça fait combien d'années qu'on va chercher un défenseur, un genre 4e défenseur à date limite des transactions parce qu'on n'est jamais capable de trouver une maudite solution à trouver avec Mathias Telkom qui s'en vient très vieux aussi, soit dit en passant. Oui. Pour moi, les similitudes entre le Core 4 à Toronto et ce qui est en train de se faire à Edmonton, ils se tracent d'elle-même. Puis c'est pire parce qu'à Edmonton, on n'a même pas l'excuse de la COVID qui a barré le plafond. Mais on n'a pas l'excuse de la COVID, mais on peut dire qu'on est allé en finale 2 fois. Ouais, ok, cool. Oui, mais imagine, les fans des Leafs diraient oui en crise de dire que sous l'ère Austin Matthews et Mitch Marner sont en finale 2 fois. Fair. Puis, écoute, je reviens dernière chose sur les Oilers, là, parce que j'ai leur page Capoeidis à côté, là. Même si tu décides de crisser le feu au navire, ok, là. Tout le monde a une clause de non-mouvement. Trent Frederick, bâtard, a une clause de non-mouvement jusqu'en 2029. Chaque fois que je pense que ce contrat-là ne peut pas être payé, il y a comme un nouveau coup de poing qui me sort de nulle part. Ce gars-là là, ne peut pas être échangé sans son consentement jusqu'en 2029. Puis après ça, c'est pas fini, hein, parce qu'il y a une liste d'équipes auxquelles il peut refuser d'être échangé jusqu'en 2031 à 10. Puis après ça, c'est 20 équipes pour le reste. C'est épouvantable. Je ne comprends pas comment on a pu donner un tel contrat à Trent Frederick qui n'avait même pas été bon en playoff. Est-ce qu'on a donné un contrat de 8 ans pour eux qui n'avait même pas été bon? En fait, c'est le nouveau Milan. Puis Jake Wallman à 7 millions par année pendant 7 ans. Veux-tu bien me dire aussi qui passe? J'irais que ça finisse en moi qui pète un pont sur les Oilers pendant 10 minutes. Là. Mais veux-tu bien me dire toutes ces décisions niaiseuses-là, comment il n'y a personne qui demande la tête de Stan Bowman dans cette organisation-là? Il n'y a personne qui le fait. Là. Puis, oui, mais David, il y a une partie de lui que c'est de sa faute parce que c'est son coach dans le junior qui est là, puis c'est son agent qui est président des opérations hockey. Il y a une partie qui est de sa faute là-dedans.
Mais je veux dire, bâtard, on peut-tu l'aider avec ces décisions épouvantables-là? Qui donne 7.7 à Jake Wallman, 7x7 à Jake Wallman, qui était quasiment, il a fallu qu'on paye pour s'en débarrasser à Détroit. On l'a envoyé à San Jose. Il y a eu une saison correcte, tout le monde a viré fou, puis on lui a donné un 7x7. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on fait ici, là? Non, n'importe quoi. N'importe quoi. Félix, on va profiter pour pouvoir chier un peu sur les Maple Leafs, OK? Parce que, man, les Maple Leafs ont réussi à faire pire aujourd'hui. Ils ont fait... On a un poste vacant. L'un des postes les plus importants pour l'une des équipes les plus primées de cette ligue. Et tu vas avec le gars qui, quand il s'est fait sacrer à porte en Arizona, on s'est dit, plus jamais on va reprendre un pari comme ça avec le gars qui va sur les chiffres. Parce que les Maple Leafs ont décidé que, oui, Matt Sundin est là, parfait, ça fait un beau nom associé à l'état-major, mais John Chayka a retrouvé un emploi dans l'un des 3 plus gros marchés de hockey de la Ligue nationale, le gars des statistiques avancées. Le gars, c'est un hipster sur 2 pattes en poste de DG. Messieurs, dois-je vous rappeler, OK? Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, OK? Ben, en fait, Monsieur John Chayka, en 2018, il était tellement convaincu parce que c'est tellement le gars qui pense champ en gauche, qu'est-ce que personne pense. Quand tu regardes le repêchage 2018, t'as Quinn Hughes qui est disponible, Evan Bouchard, pour toute la maths qu'on lui donne, il était disponible. Toi, Dobson était disponible. T'avais tellement des bons joueurs de... Barrett Hayton a été le joueur. C'est même pas le pire. L'année d'après, il est pire. L'année d'après, il est pire. Messieurs, honnêtement, okay, voici à peu près les choix de repêchage que John Chayka a eu. Clayton Keller, coup de circuit, rien à dire. Jacob Chychrun, fine, mais il n'est plus chez vous. Barrett Hayton est son 3e joueur repêché qui a le plus de matchs joués dans la Ligue nationale. Après ça, ça va à Kevin Ball, Mathias Maccelli, P.O. Joseph, Mackenzie Entwistle, Ty Emberson. Ça, c'est tous les joueurs qui ont joué plus de 100 matchs qui ont été repêchés par John Chayka. Messieurs, une reconstruction, ça passe par le repêchage. Puis quand je dis que ça a été tapé l'année prochaine, juste pour clarifier, là, parce que Barrett était en 2018, en 2019, là, l'année où il y avait encore Matt Boldy et Cole Caulfield sur le board, à ce moment-là, on a pris Victor Soderstrom. Connaissez-vous Victor Soderstrom? Non? Parfait. OK. Honnêtement, petite anecdote, là. Moi, je voulais vraiment un défenseur à Montréal. Moi, c'était mon pick, moi, en 2019, Victor Soderstrom. Moi, j'espérais qu'il glisse à Montréal. T'es-tu content que Cole Caulfield ait glissé à la place? Hey, moi, je me plains plus, mais je fais juste dire que mea culpa, moi, c'était mon pick, moi, que je voulais comme défenseur à Montréal. Mais, messieurs, Victor Soderstrom, oui, c'est 61 matchs, mais une reconstruction, peu importe ce que les Maple Leafs veulent appeler ça, ça passe par un repêchage. John Chayka a une terrible feuille de route avec le repêchage, mis à part pour Clayton Keller. Puis, mais le rebuild, ça n'existe pas à Toronto. Hein. Tu sais qu'en ce moment, tu sais, Austin Matthews est encore là. Le vrai décideur de ce club-là, c'est le numéro 34 en ce moment. C'est lui qui va décider s'il embarque jusqu'à la fin de son contrat ou il veut décrisser. Va-t-il embarquer jusqu'à la fin de son contrat? Là, ça, c'est celui qui a la réponse. Puis, juste à revenir, je vais me prendre un peu l'avocat du diable pour Chayka, parce que je pense pas que c'est un excellent DG, puis je pense qu'on s'est un peu fait pogner les culottes baissées parce que le gars qu'on voulait, c'était Sonny Meta avant avec les Devils de Vol. Là, je suis assez confiant que c'était la cible numéro 1 des Leafs, parce qu'on voulait un gars clairement axé sur les stades avancés et tout, puis Meta était pas mal le gars que tout le monde voulait, fait qu'on s'est un peu rabattu sur Chayka, qui en était un autre. Un autre Wonder Kid des stats avancés et tout. Ben, en fait, je vais t'inventer le meilleur slander que j'ai entendu sur John Chayka, c'est Teemu Kaldubis. C'est le meilleur slander que j'ai entendu. Avec cette affirmation-là. Je suis d'accord avec ça. Puis, écoute, mettons, je me fais un peu l'avocat du diable. Là. Chayka était vraiment pas dans des bonnes conditions en Arizona. C'était vraiment le bordel à ce moment-là. Puis,
Peut-être que dans une organisation un peu plus sérieuse, j'insiste sur un peu plus sérieuse, ça va aller mieux. Peut-être que il racontait, je pense que c'est Steve Simmons qui racontait que Chaika, la plupart des ordinateurs avec lesquels il travaillait, avec les Coyotes, ne fonctionnaient pas. Les ordinateurs n'étaient pas fonctionnels. C'est l'histoire la plus coyote que j'ai entendue de ma vie. Fait que, tu sais, peut-être qu'avec une organisation, on est capable de se payer des ordis, ça va aider, mais au-delà de ça, je pense que à Toronto, en ce moment, ça va. De plus en plus, là, les propriétaires se font critiquer. Il y a un article de The Athletic qui est sorti en fin de saison. Là, les dépenses de cette équipe-là sont coupées à une vitesse incroyable. On augmente les coûts de tout. Les enfants au début de la glace là, qui se prenaient avec un drapeau, c'est rendu que ça coûte 1000$ pour ça quand c'était gratuit avant. Puis, il y a mille et une affaires comme ça. Là, puis, c'est un peu le bordel. Il y a une grosse perte de confiance envers les propriétaires à Toronto. Je suis vraiment pas sûr que John Chaika est le gars qui va régler ça. Puis c'est drôle parce que la dernière embauche de DG, Brad Treliving, était comme un peu complètement à l'opposé. C'était comme le John Chaika, mais à l'autre bord des stats avancés. On est allé avec un DG d'expérience qui est un gars là, qui a montré que ouais, du grit, puis des équipes solides, ça fonctionne. Puis, mais un peu comme Chaika, ça n'a jamais vraiment donné grand-chose sur les Vins qu'il a fait. Il était un peu connu comme étant le gars qui a botché le dossier Matthew Tkachuk, qui a pas. Ben, botché, là, c'est pas vrai. Il a quand même ramassé quelque chose de pas pour ça, mais tu sais, Johnny Gaudreau à l'époque, il n'a pas été en mesure de l'échanger pour capitaliser sur sa valeur. Tu sais, les équipes de Treliving à Calgary n'étaient pas incroyables non plus. On a eu quelques bonnes années, mais c'était rien complètement fou. J'ai l'impression qu'on prend le Brad Treliving, mais qui est mieux habillé et qui capote ses stades avancés. Puis juste en plus jeune. C'est pas une embauche qui m'excite si je suis un fan des Maple Leafs. Pas du tout, même pas un peu. Mon gars, on peut pas, personne peut l'être. Puis allez voir le Reddit des Maple Leafs. Où, je pense qu'une question, c'est à quel point est-ce que l'embauche de John Chaika est terrible. Je veux dire, je peux pas comprendre. Je sais pas. Mais en même temps, c'est ça, il n'y avait plus de gros noms sur le marché. Fait que tu prenais. C'est ça, on voulait, je suis convaincu qu'on voulait Sonny Meta, puis on s'est fait pogner le baissé. Je suis convaincu de ça. Ben, tu sais, considérant que c'est ça, tu te retrouves avec finalement l'autre gars des stats avancées, mais celui que, bon, finalement, ça n'a pas trop prouvé grand-chose là-bas. Mettons qu'on avait voulu un, là, puis dernier point là-dessus, là, Mike Gillis est un candidat au poste de DG des Leafs depuis à peu près 15 ans, est un gars qui a un profil beaucoup plus intéressant. Pourquoi on n'est pas juste allé avec le gars qui, depuis 15 ans, tout le monde le voit là, puis il va pas, puis, tu sais, Chaika, ça avait fini tout croche. Il ne faut pas oublier, ça avait vraiment fini tout croche, cette histoire-là. Si je ne me trompe pas, c'est qu'il avait voulu passer une entrevue avec les Devils. Les Coyotes avaient dit non. Puis, juste avant les séries, by the way. C'est ça, puis il s'était comme mis à babouner un peu à ce moment-là, puis il était parti comme un an après. La fin de son parcours est extrêmement nébuleuse, puis personne n'en parle trop de ce qui s'est passé à ce moment-là, mais ça avait vraiment fini tout croche aussi pour Chaika en Arizona. Puis encore une fois, là, j'insiste, je le blâme pas complètement parce que cette organisation-là était dysfonctionnelle de chez dysfonctionnelle à ce moment-là. Mais il y a quand même certains trucs qui m'inquiètent, puis man, ça m'excite pas. Ça m'excite vraiment, mais vraiment pas. Même pas. Si jamais vous voulez savoir, Félix n'est vraiment pas excité par l'embauche. Vraiment pas. Vraiment pas. De John Chaika, messieurs,